Chers amis, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette troisième et dernière conférence dans le cadre du FeedMed Provence 2021, toujours en direct du 574 Sud, un nouveau lieu sur le territoire dédié à l'innovation, opéré par le groupe SNCF qui nous accueille ce matin. Nous en sommes ravis. Nous allons aujourd'hui, pour cette troisième conférence, parler toujours de financement, bien sûr, et de nouveaux acteurs du financement, que sont par exemple les family office. Et on va continuer notre acculturation du territoire, puisque vous le savez, le FeedMed est un des rares événements, depuis 3 ans d'ailleurs, à parler du family office. Je voudrais d'abord rappeler que tout ceci n'est possible qu'avec nos partenaires privés, CIC, GSA Prado, Akeos Avocat, Deloitte et Innovatech Groupe d'énergie. Je voudrais remercier Medisoft, bien sûr, la COC qui nous accompagne, et puis EMD, École de Management, Astrid Charpentier, merci pour ce que vous avez fait, car ce matin, nous sommes aussi accompagnés, notamment dans l'accueil de nos hôtes, par des étudiants de l'EMD. Donc, merci, c'est une première collaboration qui nous ravit. Merci Astrid. Allez, on va attaquer par la présentation de nos intervenants pour cette troisième conférence. Tout d'abord, j'accueille Françoise Vial-Broco. Bonjour Françoise, vous êtes, je le rappelle, déléguée régionale, déléguée régionale, on met le où on veut, de l'Association française du Family Office, l'AFO. Vous allez nous dire ce que c'est l'AFO et ce que sont les Family Office. Henri Gallois, bonjour. Vous êtes, vous aussi, administrateur de l'Association française du Family Office et vous êtes à la tête d'un Family Office aixois dont on parlera quelques instants tout à l'heure. Merci Henri d'être là. Pour vous, c'est une première. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Marie Le Sirou, bonjour. Vous êtes une habituée et une amie du FeedMed. Merci Marie, vous êtes chargée d'investissement chez Région Sud Investissement. Le fonds de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est très important pour nous que RSI soit à nos côtés. C'est un fonds important pour le développement du business de nos entrepreneurs. Lucas Rodolphe, bonjour, vous êtes à distance et on vous voit. Vous êtes directeur de l'investissement chez 574 Invest, le fonds du groupe SNCF, que vous aurez l'occasion de nous présenter tout à l'heure. Merci d'être là, Lucas. C'est très important pour nous aussi. Vous faites le lien avec l'hôte de ce matin, qui est 574 Sud. Allez, on va commencer par parler de Family Office. Nous avons souhaité continuer à parler de Family Office parce que nous sommes un des premiers événements, je l'ai dit, à avoir dit que les Family Office étaient un acteur important de l'equity aujourd'hui, de l'investissement en equity. 2 mots sur ce travail d'acculturation. Françoise Vial-Broco, en 2 mots, si vous le pouvez, qu'est-ce qu'un Family Office? Et j'ai toujours envie de dire la même question, comment ça marche? Oui, merci Francis. Et comme vous l'avez dit, vous êtes le premier à nous avoir invité, nous, le sujet du Family Office, à intervenir sur des événements sur le financement et l'innovation. Et c'est effectivement une bonne idée. Donc merci encore. Donc je pense que c'est le 5e ou 6e FeedMed sur lequel j'ai la chance d'intervenir. Et je me rends compte qu'il y a toujours encore de l'acculturation à faire, comme vous dites, sur ce métier-là. Alors, qu'est-ce que le métier de Family Office? Donc, c'est un métier de prestation de services qui a comme but d'accompagner un patrimoine détenu par un dirigeant, par une personne physique, ou bien de patrimoine détenu par une famille ou plusieurs familles, dans le but de pérenniser son patrimoine financier, humain, et dans une optique de transgénération, donc de passer à la génération suivante. Donc le Family Office va accompagner ces familles ou ces personnes physiques à plusieurs niveaux, soit les accompagner dans tout ce qui est investissement en financier, tout ce qui peut être investissement sur le secteur immobilier, investissement évidemment en private equity, donc j'y reviendrai, investissement en philanthropie, et puis l'accompagne également dans la philanthropie et dans la gouvernance familiale. Et dans la gouvernance. Merci François. Donc si on devait faire une espèce d'état des lieux de cette chaîne de valeur de la gestion de patrimoniale, on a d'abord le banquier, et puis si on a un peu d'argent, on a un CGP. On connaît la gestion patrimoniale, et puis si on a encore plus d'argent, on a un banquier privé. Et le Family Office vient au-delà de ça. Les 3 premiers vendent des produits bancaires, ce qui n'est pas le cas du Family Office, c'est bien ça? Oui, effectivement, ce sont des métiers complètement différents. Alors, ils peuvent être complémentaires. On ne peut pas dire qu'effectivement le Family Office va venir au bout de la chaîne. Mais le Family Office ne gère pas, il accompagne une famille. Donc, je prends toujours le même exemple, dont je vais encore le reprendre. Excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais en fait, un Family Office est un chef d'orchestre qui va s'entourer des meilleurs solistes, que sont les conseils et les meilleurs experts, que ce soit avocats, banquiers,
gestionnaire de patrimoine, etc. Et il va leur faire jouer la partition que la famille veut ou doit entendre. D'accord, c'est un trait d'union entre la famille qui a de l'argent, et on verra qu'il y a du mono et du family office. Il a vraiment un rôle d'accompagnement, il ne gère Voilà. absolument pas à l'inverse d'une banque ou à l'inverse d'un D'accord. CGP. Donc en fait, il y a plusieurs, c'est un métier polymorphe, puisqu'en fait, il y a des mono-family office, donc comme son nom l'indique, qui sont des structures qui vont être dédiées à l'accompagnement d'une seule famille. Donc en général, ce sont des familles qui ont déjà un patrimoine relativement important pour pouvoir payer une structure avec 1, 2 ou 3, 4 personnes. La famille Muliez doit avoir un family office où il y a à peu près 65 personnes. Et puis, il y a les multifamily office qui sont soit indépendants, donc dont le capital est détenu en majorité par des personnes physiques, soit bancaires. Donc, ce sont des structures de banques donc, qui sont dédiées aux family office. Merci Françoise, on y reviendra tout à l'heure. Henri Grelois, bonjour. Donc, je le rappelle, vous êtes administrateur de l'Association française du Family Office, AFO. Quelques mots sur l'AFO, son positionnement, son rôle, ses objectifs. L'AFO, en fait, a pour but déjà de fédérer l'ensemble des professionnels des mono et des multifamily office, mais également tous les professionnels qui œuvrent pour les familles, c'est-à-dire que les notaires, les banquiers privés, les avocats, les experts comptables, certaines boutiques de M&A, ils vont œuvrer également pour les familles, des familles qui peuvent être soit des familles avec des entrepreneurs de première génération. À mon avis, ça va être un peu plutôt le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est plus ces familles-là qui vont prolonger, on va dire, leur culture entrepreneuriale après une vente d'entreprise en réemployant une partie du produit de cession, notamment dans l'amorçage. On y reviendra, mais également des familles plus, on va dire, industrielles qui sont déjà dans la génération 2 ou 3 ou 4. Et tous ces professionnels, qu'ils travaillent dans des monos, des singles ou qu'ils œuvrent pour des familles, peuvent trouver au sein de l'AFO un lieu pour échanger sur les bonnes pratiques. Et il y a des commissions dédiées qui publient des livres blancs de très très grande qualité sur l'ensemble des sujets, comme la gouvernance familiale, comme l'éducation des générations futures, comme l'allocation d'actifs, ou bien d'autres, ou les plus récents en date étant celui sur l'investissement socialement responsable, ISR, et qui est particulièrement en vogue actuellement. Donc cette association a un positionnement, en termes de positionnement de référence sur le marché du family office, puisque créée en 2001. Donc l'AFO va fêter cette année ses 20 ans. Et nous, en tant que structure de multifamily office, c'était tout naturel il y a 3 ans et demi quand on a créé notre structure de rejoindre l'Association française du family office pour justement profiter de ces échanges extrêmement riches entre professionnels. Vous citez votre structure, on peut la citer, c'est Octave qui est à Aix-en-Provence. Vous nous direz ce que vous faites et comment vous le faites tout à l'heure sur le marché. Merci pour cette première couche de vernis, en quelque sorte, pour continuer notre acculturation aux family office. On verra tout à l'heure, mais sous contrôle de Françoise, qu'il me semble qu'en 2019, 25% de l'equity était issu de financement par les family office en France, ce qui est énorme. Donc c'est bien un acteur absolument prégnant du financement de nos entreprises. C'est important pour nous d'en parler. On y reviendra, si vous le voulez bien, tout à l'heure, notamment sur l'amorçage. Henri, vous l'avez cité tout à l'heure. Marie Le Sérou, bonjour. Je le rappelle, vous êtes chargée d'investissement chez Région Sud Investissement, le fonds de la région Sud, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marie, vous êtes une observatrice tout à fait privilégiée de notre marché, de l'évolution de notre business, du monde entrepreneurial. 2 mots sur le plan de relance. Tout à l'heure, en ouverture, Kevin nous a dit qu'il était pharaonique. On va reprendre cette expression. Vous êtes en première loge pour la mise en œuvre, pour actionner ce plan de relance. Comment ça marche? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le marché avec le plan de relance? Alors, en fait, sur le plan de relance, nous, on n'est qu'un des acteurs sur les 13 outils qui sont proposés par la région en ce moment. Donc, on gère en fait un fonds spécial dédié Covid, donc pour soutenir les quasi-fonds propres des sociétés du territoire qui ont été impactées par la crise et qui ont un projet de relance.
Donc là, de manière très opérationnelle, Marie, un fonds Covid, on va l'appeler comme ça. Voilà, RSI Covid. RSI Covid. Voilà, donc qui intervient avec des tickets de l'ordre de 15 000 à 200 000 euros et qui est un prêt participatif avec des taux de 1%. Donc du quasi-fonds propre, prêt participatif, taux 1%. Et sans garantie. Sans garantie, qui est éligible ? Toutes les sociétés du territoire qui ont été affectées par la crise. Donc on regarde s'il y a une chute du chiffre d'affaires, s'il y a une problématique d'approvisionnement. Il y a notamment des sociétés qui sont obligées d'avoir des stocks de composants à l'heure actuelle et donc ça entraîne des soucis de financement derrière. Des sociétés qui sont quand même en situation financière saine. On a des contraintes européennes sur ce point. Donc on ne peut pas suivre des sociétés qui sont en difficulté financière. Et des sociétés surtout qui ont un projet de relance économique suite à cette crise. Marie, combien de dossiers depuis une année à peu près ? On a une première estimation ? Alors, je n'ai pas le nombre de dossiers, mais je dirais qu'on est à peu près à 40% d'allocation du fonds en termes de financement. Et le fonds est abondé à ? Le fonds est abondé à... Alors, attendez, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait les chiffres exacts. C'est un fonds de 10 millions d'euros, là. De 10 millions d'euros. Uniquement sur la partie Covid. Sinon, on a également 2 autres dispositifs qui ont des fonds plus importants. Donc, on le voit bien. Family Office, on l'a vu, un nouvel acteur qui arrive, et en même temps le fonds de la région qui met en place des dispositifs spécifiques au moment que nous vivons avec le fonds Covid, mais bien d'autres dont vous allez nous parler tout à l'heure. Marie, merci. Je voudrais laisser la parole à Lucas. Lucas Rodolphe, bonjour. Rebonjour. Vous nous entendez ? Bonjour. Parfait, ouais, c'est très formidable. Alors pour tout vous dire, on a tout fait pour essayer d'éviter les visios parce qu'on n'en peut plus, mais là avec vous, ça va, on fait une exception, on en est ravis. C'est bien gentil, merci beaucoup. Lucas, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur des investissements de 564. C'est pas facile à dire votre truc, hein. 574, voilà, Invest. Le record de vitesse du TGV, ouais. 0,8, mais vous nous avez évité le 0,8. Merci Lucas. Quelques mots de présentation du fonds ? Oui, bien sûr. Donc 574 Invest, c'est le fonds de corporate venture du groupe SNCF. C'est un véhicule qui a été créé en 2019, donc encore relativement récent. Et son objet est assez simple, c'est de prendre des participations minoritaires dans des startups plutôt mûres. Donc on est plutôt sur la série A, série B. Les startups devront avoir un lien, l'activité doit avoir un lien avec celle du groupe SNCF. Pour aussi, au-delà du financier, avoir un retour opérationnel pour le groupe. Et voilà, on a trois grandes thématiques d'investissement. La première, c'est tout ce qui va être, sans grande surprise, autour de la mobilité, que ce soit la mobilité des personnes ou des biens ou même de la donnée de mobilité, un sujet de plus en plus important pour nous. La deuxième thématique qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui va être autour de l'industrie 4.0. On est un grand groupe industriel, on a beaucoup d'actifs, on a du matériel roulant, on a des rails, on a des gares, tout ce qui nous permet d'optimiser ces actifs et les startups qui nous permettent de le faire nous intéressent. Et on a une troisième thématique qui est plus transverse et qui a toujours été prégnante mais qui s'accélère, c'est tout ce qui va être lié au sujet lié à la RSE et à la Green Tech. On voit que c'était une tendance déjà importante, mais qui est clairement accélérée avec la période qu'on vient de connaître. Donc voilà, ça c'est les trois grandes thématiques d'investissement qu'on regarde avec intérêt et qui donc voilà, chaque société qui sont dans ces domaines-là et qui ont déjà une relation avec le groupe SNCF, etc. sont des sujets qui vont nous intéresser particulièrement. Merci Lucas. C'est un fonds abondé par les fonds propres du groupe. Je ne veux pas trahir de secret, mais c'est un fonds fermé. Vous êtes avec les fonds propres du groupe, ce qui vous permet d'être assez détendu sur l'investissement, je suppose. Oui, tout à fait. Donc on a entre guillemets un seul limited partner. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est le groupe SNCF. Donc ce qui nous permet effectivement d'avoir plus de flexibilité. Donc on a en termes de déploiement, on n'a pas d'objectif prédéterminé année par année. On sait que l'objectif c'est faire 2-3 investissements par an, mais on pourrait en faire un peu plus ou un peu moins. Finalement, c'est pas très grave pour nous. Et l'autre grand intérêt, c'est on peut rester autant de temps qu'on le souhaite au capital d'une société. Donc on a
on n'a pas un fonds fermé ou un moment pour absolument qu'on sorte des entreprises qui nous permet de suivre vraiment dans la durée. Merci Lucas, je reviendrai vous voir tout à l'heure pour que vous nous donniez une focale de vos investissements sur notre territoire, si vous le pouvez, et nous dire finalement comment vous faites le lien et comment vous appuyez sur le réseau des 574, puisqu'il y en a 6 en France, et comment on fait le trait d'union avec tout ça. On reviendra tout de suite vous voir. Françoise-Henri, on revient pour parler de Family Office. Vous avez fait cette espèce de mapping, l'état des lieux. C'est quoi un Family Office? On a compris, ce sont des fonctions support mutualisées pour aller accompagner des investisseurs privés qui ont de l'argent, il faut appeler un chat un chat, et qui vont aller chercher finalement l'investissement dans divers types d'assets ou de catégories d'actifs. La rémunération du produit bancaire étant assez indigente aujourd'hui compte tenu des taux. Donc, les family office, depuis quelques années, viennent chercher le risque start-up. Pardon de le dire comme ça, mais si vous en êtes d'accord, on va employer ces termes-là. Deux questions. Comment on analyse ce risque? Comment on fait pour aller acheter de l'equity d'une start-up tout seul, avec un fonds? Et comment on analyse ce risque-là? Françoise, Henri? Henri? Je pense que d'abord, il faut bien comprendre, dans le cadre dans le métier de family office, en fait, comment on accompagne les clients sur la classe d'actifs private equity, et dans laquelle il y a notamment les startups. Les startups étant les sous-jacents les plus risqués dans la classe d'actifs private equity. Il faut bien comprendre que dans nos conseils, nous allons à la fois suivre les investissements de nos clients et à la fois pouvoir les conseiller sur la réalisation de nouveaux investissements. Dans la réalisation de nouveaux investissements, nous allons pouvoir être plus moteurs dans la catégorie d'actifs private equity, du capital développement, voire du late stage. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre objectif premier en tant que family office, c'est de pérenniser le capital. C'est pas non plus de... L'entrepreneur, généralement, il a déjà pris ses risques. Et encore, je suis vraiment en train de parler d'entrepreneurs de première génération qui vont vouloir réinvestir une partie de leurs produits de cession, parce que sur des familles qui sont déjà en génération 2 ou 3, c'est vrai que le sujet va bien moins souvent être mis sur la table, le sujet de l'investissement dans une private equity, même sur du capital développement. Ça va être un peu plus anecdotique. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça va être un peu plus anecdotique. En tout cas, de l'expérience qu'on peut avoir dans un multi, parce qu'on le sait très bien, il y a énormément de mono family office qui ont des participations. Et Françoise, il me semble que vous pourriez intervenir sur ce point, et notamment sur les participations que détiennent certains monos, mais il me semble qu'elles sont davantage tournées vers du capital développement que de l'amorçage. Que vers, effectivement, du seed capital ou de l'early stage. Sur le seed et sur l'early, je dirais qu'il y a là, en fait, c'est un sujet qui arrive déjà de la part du client. C'est-à-dire que l'entrepreneur va émettre le souhait de réinvestir une partie, donc par exemple du produit de cession ou d'autres choses, de capitaux privés qu'il a, et on va le conseiller donc avec cette approche globale. Et malheureusement, parfois, le freiner un petit peu sur la volumétrie d'investissement qui va devoir être déployée sur cette typologie d'investissement, parce que derrière, il faut être pragmatique et il y a des objectifs. Nos clients ont des objectifs de revenus, de transmission, etc. Et sur cette poche-là, je dirais cette poche-là, c'est le client qui, lui, je dirais sur la partie, déjà première partie, parce que c'est trouver des deals, sourcing, va être le plus moteur, mais va pouvoir également nous demander d'allier nos réseaux aux siens. Et donc allier nos réseaux aux siens, c'est effectivement être identifié en tant que multifamily office, et je dirais même au-delà je dirais, les family office doivent être identifiés comme potentiellement une source de financement de l'innovation via les startups, parce qu'il y a dans les multifamily office et dans les monofamily office, il y a des familles entrepreneuriales qui souhaitent investir une partie de leurs capitaux privés avec ce risque-là. Avec ce risque-là, ça veut aussi dire que les montants, naturellement, qui vont être investis sur de l'amorçage vont être beaucoup plus faibles que
par exemple sur du capital développement, qu'il soit fait en direct ou qu'il soit fait via des fonds, quand je parle de capital développement ou effectivement de late stage. Parce que sur l'early stage ou sur le site capital, effectivement, on va plus se trouver sur... aujourd'hui, il y a énormément de comités de business angels qui sont structurés, communauté/plateforme en fait, en fonction. Avec le digital, ça a énormément accéléré aussi beaucoup de moyens de diffusion en fait, de deal flow un peu plus qualifiés que uniquement un peu plus qualifiés qui passent sous des filtres. Et nous, en tant que family office, faire très attention, on n'est pas des spécialistes. On fait faire. François le disait tout à l'heure, nous, on ne gère pas, mais aussi, sur la partie start-up, on n'est pas des analystes de start-up. Donc on travaille avec un écosystème le plus large possible quand le client a une demande. C'est-à-dire qu'un multi qui n'a pas aucune demande de ce type-là, ou un mono qui n'a aucune demande de ce type-là, ne va pas s'intéresser à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est très important, c'est que chaque multi ou mono a une approche différente de l'investissement en fonction des familles qu'il va conseiller. De la demande des du demandes. client. Voilà. Donc ce qui est très intéressant, c'est pour les startups, c'est à la fois de passer par, c'est d'identifier quels sont les acteurs qui ont en leur sein notamment des entrepreneurs de première génération, parce que c'est là où, en termes de ratio, enfin, comment on dit, de probabilité, qu'il y a plus. Ils ont une appétence à ce type de risque. Ils ont une appétence. Absolument. Voilà, parce qu'ils le comprennent, le risque. Absolument, ils y sont habitués. Merci. Alors, vous avez parlé de mono, multi. On va revenir sur ces termes pour que tout le monde comprenne bien. Françoise Vial-Broco, je le rappelle, vous êtes déléguée régionale de l'AFO. Henri vient de nous dire, lorsque le client, c'est-à-dire celui qui a l'argent, la famille, ou le représentant de la famille, souhaite aller acheter de l'equity dans une start-up parce qu'il a cette appétence au risque, vous venez de le dire. Donc vous, votre boulot, ça va être de trouver le bon dossier, les bons dossiers, donc d'où l'idée de la connexion avec l'écosystème. Comment ça se passe, Françoise? Est-ce que bien souvent, c'est le family office qui va aller directement sourcer? On s'appuie sur un fonds local? Donnez-nous les modèles. En fait, effectivement, c'est la partie un petit peu la plus compliquée dans le processus. C'est le lien entre la start-up, la société en capital développement et puis le family office. C'est d'ailleurs ce lien que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que le FinMed vous invite. Il faut créer ce lien-là. D'où l'intérêt, effectivement, que l'on puisse, ce genre de table ronde, parler du rôle du family office. Comme vous l'avez rappelé, le 6e baromètre de l'AFO, auprès des family office, mono, etc., sur l'appétence des familles ou des entrepreneurs à l'investissement, montre que 20% du patrimoine est investi en private equity, ce qui est beaucoup. Un petit peu moins que l'année dernière, où c'était 22, parce que, il y a peut-être eu la crise Covid, mais en 2020, c'est 20%, 10% direct et 10% via des fonds. Donc ça reste quand même des montants importants. Donc c'est vrai que c'est une diversification qui est faite sur le portefeuille. Comme dit Henri, il y a beaucoup de première génération donc, qui vendent leur entreprise plus jeune plutôt et qui ont plutôt une appétence à aller vers ce genre d'investissement. Donc comment une société peut identifier un family office? C'est votre question. Hein. C'est effectivement de participer à ce genre de manifestation. C'est de s'intéresser aux grosses familles, parce qu'il y a beaucoup de mono-family office qui créent des fonds qui sont dédiés à l'investissement dans des startups, dans de l'amorçage, dans des secteurs d'activité particuliers, donc qui vont rechercher soit seuls, soit en se faisant accompagner des participations. Bon, je suis toujours le fonds de Bettencourt qui avait investi dans Provefarm, donc c'est quand même une belle réussite aujourd'hui. Moi, j'ai une expérience de mono-family office puisque je suis administrateur d'une société d'investissement qui appartient à une grosse famille qui est dans le secteur de la PQR dans l'ouest de la France, donc qui a voulu créer une société de gestion. Et donc, nous avons 120 millions d'actifs et que nous avons investi pour un tiers dans les startups, un tiers au capital développement et le reste dans l'immobilier. Donc, comment fait-on? Nous avons récemment recruté un directeur d'investissement, un directeur spécialisé en private equity, et puis c'est beaucoup par le réseau. On recherche des sociétés dans des secteurs d'activité particuliers. Ce qui est important. Lesquels, Françoise, par exemple?
beaucoup dans le numérique et puis beaucoup dans les sociétés à impact. Voilà, notre ligne de conduite, c'est humain et capital. Donc on place, pour nous, l'humain dans cette société est très important, puisqu'en fait, ce sont les fondements de la création de ce journal, qui est une association humaniste. Donc je pense que vous comprenez de quel il Un s'agit. grand journal de PQR dans l'ouest de la France, la réponse est dans la question. C'est Ouest France, on est d'accord. Voilà, c'est Ouest France. Et donc, qui a une particularité, effectivement, d'être une association, donc il ne pourra pas être vendu, en tout cas, ce journal. Donc, dans ce Mono Family Office, effectivement, l'humain est très important, c'est notre ligne de conduite. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en fait, l'intuité est très important. Donc, on a parlé effectivement pour une entreprise qu'il faut déjà qu'elle réfléchisse au pacte, qu'elle ait déjà réfléchi à la cybersécurité, qu'elle soit déjà prête à se présenter, mais il y a aussi la gouvernance qui est importante. Donc, il faut déjà qu'il y ait une gouvernance qui soit relativement bien claire, avec pourquoi pas déjà des personnes extérieures, parce que le rapport avec le family office, l'humain va être très, très important. Ce qui est intéressant dans ce genre de... ce qui est important à dire, c'est que, l'exemple que j'ai par exemple, c'est que quand nous investissons dans une entreprise, donc on a 14 participations, la majorité des startups, on était pas en early stage, mais en tout cas au premier tour, nous suivons de près, nous demandons souvent un poste d'administration. Ça, c'est Un intéressant. poste dans le conseil d'administration, un poste d'administrateur, donc même si on n'a pas la majorité du capital, jamais. Et en fait, nous suivons de très près et nous réinvestissons une deuxième fois, une troisième fois. Donc nous gardons des poches de liquidité pour pouvoir accompagner nos entreprises. Donc une posture d'investisseur un peu particulière. On reviendra vous en parler tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Marie et ensuite à Lucas. Très intéressant. L'idée, c'est une fois que le family multi ou mono est dans une start-up, chez une start-up ou une entreprise en développement, quelle est la position? Est-ce que je suis comme les autres investisseurs ou j'ai une position un petit peu différente? Henri, Françoise, on vous entendra sur ce sujet. Et puis Henri, je voudrais que vous nous présentiez Octave en quelques mots tout à l'heure. Marie de Serroux, je le rappelle, chargée d'investissement chez Région Sud Investissement. On a vu qu'il y avait l'urgence, le fonds Covid, mais Région Sud a une palette d'accompagnement de nos entreprises très très large et notamment d'accompagnement de l'innovation. Quelques mots sur le sujet, Marie. Alors, je vais peut-être resituer déjà Région Sud Investissement, Oui. parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Donc, Région Sud Investissement, c'est une société privée qui gère des fonds publics issus du FEDER et de la région. Donc, on a pour principale mission le développement économique territorial. Seconde mission, c'est lié à notre business model, c'est que l'argent investi, on puisse quand même essayer de le récupérer à un horizon de temps. À l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt sur un cycle de 8 à 10 ans. Donc c'est de récupérer cet argent pour pouvoir le réinvestir dans le développement du territoire. Duration moyenne de vos dossiers, 8 à 10 ans. Oui, alors on est un fonds, comme ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, on est un fonds evergreen. Donc on n'a pas de contraintes de délai. Bon, cependant, on regarde quand même dans les sélections de projets la capacité à sortir. On n'est pas forcément très regardant sur le TRI, donc les perspectives de rendement, mais notre objectif, c'est de pouvoir quand même sortir à horizon 8-10 ans pour pouvoir donc réinvestir cet argent dans l'économie locale. Donc on a deux types d'outils. Donc un outil de renforcement en quasi-fonds propres, donc les prêts participatifs RSI prêts, et un outil d'investissement en fonds propres. Donc là, on est conseillé par deux sociétés sur ces deux outils-là pour instruire et suivre les projets d'investissement. Parce que c'est peut-être bien aussi de le signaler. Tout à l'heure, Jérôme faisait état de 2 à 5 investissements par an. Nous, là déjà, pour donner un petit peu une idée des investissements, sur RSI Prêt, je crois qu'on est à peu près à 120 investissements, 120 financements depuis 2019, et à peu près 120 également investissements sur RSI Capital depuis 2017. Voilà, donc l'objectif est quand même de soutenir ce développement économique territorial. Donc on est sur des volumes beaucoup plus importants qu'un venture capital classique concernant RSI Capital. On peut rappeler les deux acteurs privés sur lesquels vous vous appuyez? Alors, les deux acteurs privés sur lesquels on s'appuie actuellement, donc c'est Turenne Capital pour la partie RSI investissement. Donc on est sur des contrats avec nos prestataires de 5 ans, donc qui se renouvellent tous les 5 ans.
sous forme d'appel d'offres, et Smart Capital sur la partie RSI Pré. Donc ex-ACG, donc on est bien sur le Ex-ACG, territoire tout à fait. comme Turenne, évidemment, qui sont des acteurs importants de l'equity depuis de nombreuses années. Donc vous appuyez sur ces deux acteurs locaux, c'est important de le dire, Oui, pour aller se connecter à l'écosystème de nos entreprises. tout à Donc fait. Ouais. 200 dossiers, à peu près 240 dossiers sur les deux. Une idée des montants? Alors, les montants, donc RSI Capital, c'est des tickets de 200 000 à 2 millions d'euros. RSI Pré, des tickets de 15 000 à 200 000 euros. Le stade d'intervention donc sur RSI Pré, donc de par la nature du dispositif, comme c'est du prêt, on intervient à un stade un petit peu plus amont. Donc au niveau du financement du prototypage, l'intérêt là pour le dirigeant, c'est de ne pas se diluer et d'arriver à une étape créatrice de valeur grâce à ce prêt, afin de pouvoir se valoriser au mieux pour la levée de fonds qui arrive. On peut intervenir ensuite du coup avec RSI Capital sur donc cette phase, puisqu'il sera plutôt du lancement commercial. Donc on peut avoir du RSI Pré et du RSI Capital. Oui, ça c'est nouveau. Donc c'était pas le cas il y a quelques années. Donc Intéressant. là, on a cette logique de continuité, de suivi des sociétés, bon, avec quand même des stratégies qui sont un petit peu différentes. Donc il y a en fonction des deux outils. Marie, si je veux avoir toutes ces informations, si je suis un start-upper de ce territoire, je fais comment? Me contacter. Très bien, ben voilà, Tout parfait. simplement. C'est une chance que vous avez, vous pouvez contacter Voilà, Marie je Thiraud. suis là pour répondre un petit peu aux différentes questions Parfait. voilà, des start-upers. Sinon, on a également un site internet et on a possibilité d'être sollicité via notre plateforme sur Région Sud Mais Investissement. nous, on préfère Marie Thiraud. Donc si vous souhaitiez contacter Marie Thiraud, vous êtes aujourd'hui ici, vous pouvez le faire. Sinon, vous passez par le FIMED et on vous mettra en relation avec vous. Merci Marie. Merci. Une question qui va faire le lien avec Lucas. Est-ce que vous travaillez avec des family office? Alors, j'ai eu l'occasion de regarder le portefeuille, là, comme j'étais nouvelle chez Région Sud Investissement. On a fait quelques investissements aux côtés de Family Office, mais pas énormément, en fait. Donc ça, ce serait vraiment un plaisir de pouvoir aussi développer ce type de partenariat. Ce que je peux peut-être préciser aussi, c'est qu'on a une donnée intéressante. Vous parliez tout à l'heure de visibilité au niveau de toute la région sud des investissements. En 2018, il y avait à peu près 46% des investissements qui se faisaient aux côtés des investisseurs nationaux et internationaux. Là, à l'heure actuelle, on est passé à 70%. Donc il y a quand même une attractivité du territoire sur les startups et les PME par rapport au fonds. Vous nous dites que les fonds nationaux, voire internationaux, viennent chercher le risque start-up sur le territoire quasiment 2 fois plus qu'il y a quelques temps. Tout à fait. C'est intéressant, ça. C'est un mouvement très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Voilà. Merci Marie. Lucas, je fais le lien. Je le rappelle, Lucas Rodolphe, vous êtes le directeur des investissements de 574. C'est plus facile à dire Invest. Le lien avec le Family Office, et on reviendra sur votre action sur le territoire. Lucas, est-ce que vous avez travaillé avec la Family Office, mono ou multi? Alors, à date, on n'a pas encore fait de dossier avec des family office, mais ça pourrait tout à fait venir, et je pense que ça sera bien évidemment le cas, je pense, en 2022. C'était intéressant, j'écoutais attentivement ce mouvement justement des family office qui sont en train de se faire une place de plus en plus importante dans cet écosystème. Ce qui a été un peu le cas aussi des corporate ventures il y a quelques années. Il faut garder en tête que les activités de corporate venture, même du venture capital, tout ça reste relativement encore récent, en tout cas en France. Et la majorité des corporate ventures ont aujourd'hui à peu près 4 ou 5 ans d'existence. Donc voilà, nous aussi on est passé par cette étape-là de réfléchir à comment on allait adresser cet écosystème, comment on voulait se faire une place et quel est être notre rôle dans cet écosystème où il y a déjà beaucoup de financement. Donc, il fallait qu'on apporte aussi peut-être un regard différent et une approche un peu différente pour venir en complémentarité de ce qui existe déjà. Et pour un corporate venture, c'est assez naturellement bien sûr, il y a un aspect financier. Nous, on ne fait pas de la subvention, il y a quand même un objectif de retour financier, mais c'est bien évidemment pas le seul objectif pour un corporate venture, puisque l'idée, c'est vraiment aussi de profiter de ces participations dans les startups pour travailler avec elles et pour créer des liens, pas trop le mot synergétique, mais en tout cas opérationnels, c'est-à-dire s'assurer que les startups dans lesquelles on va investir travaillent réellement avec le groupe
pour nous aider à accélérer, aussi peut-être à nous digitaliser sur certains aspects. Donc cet angle opérationnel est aussi très important. Et si aujourd'hui on regarde un petit peu, donc il y a certains chiffres qui ont été mentionnés, mais pareil pour le corporate venture, en 2020 en France sur le marché, c'est à peu près 1 milliard d'euros qui ont été investis au global. Et juste sur le premier semestre 2021, on est sur 1,6 milliard d'euros investis. Donc on est sur une tendance en forte croissance. Si la tendance se confirme, on serait quasiment sur x3 par rapport au volume de 2020. Et aussi, on se rend compte qu'aujourd'hui, le niveau peut-être de maturité des corporate ventures fait que de plus en plus de startups aussi, alors c'est plutôt on va appeler dans le jargon un peu late stage, mais plutôt de la série B et C, viennent chercher des corporate ventures à un moment dans leur histoire pour aussi crédibiliser leurs produits et aussi avoir accès à certains marchés. On sent que le niveau de maturité actuel est là et permet d'avoir une distinction avec les autres acteurs, on va dire plutôt classiques du financement des startups. Merci Lucas. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le détail de votre action. D'abord, une focale, si vous avez quelques éléments, quelques datas sur notre territoire. Est-ce que votre fonds a déjà investi sur des entreprises de notre territoire? J'entends par territoire, disons la région sud, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avez-vous déjà effectué des investissements? Si oui, de quel type? Sinon, comment faites-vous pour vous y connecter? Alors, une fois, nous, on investit dans des sociétés qui ont qui ont un intérêt pour le groupe SNCF. Donc, clairement, nous, le sourcing des dossiers vient aussi beaucoup donc, de l'externe. Donc, ça va être les apporteurs d'affaires, les banquiers classiques ou les autres corporate ventures ou fonds corporate. Mais bien entendu, pour nous, ce qui est important aussi, c'est tout l'interne, c'est tout ce qui se passe déjà entre les startups et le groupe. Donc dans ce dispositif, très clairement, nous, on a beaucoup d'échanges avec les différentes activités du groupe SNCF et également aussi avec les 574 en région, puisque c'est pour nous une source de deal flow potentiellement qualifiée, intéressante à regarder tout de suite. Donc, on s'appuie bien évidemment sur ces réseaux existants qui nous proposent des dossiers intéressants. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, on n'a pas fait d'investissement encore dans votre région. En revanche, on vient d'en faire un à Nantes il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, nous, on est basé en Île-de-France, mais on n'a pas vocation à faire que des dossiers en Île-de-France, loin de là. On peut tout à fait regarder, et on le fait déjà, des dossiers en région et participer aussi à l'accroissement de cet écosystème. C'est quelque chose qui clairement nous intéresse le groupe SNCF. Merci Lucas. Il est donc important qu'on se parle aujourd'hui, que vous fassiez connaître le fonds pour que vous puissiez peut-être bénéficier d'un sourcing sur notre territoire. On l'a bien compris. On peut rappeler les trois métiers, les trois core business sur lesquels vous investissez, tout ce qui concerne la mobilité, vous l'avez dit, des marchés RSE, me semble-t-il. Oui. Et le troisième axe. Et l'autre, c'est tout ce qui va être plutôt industrie 4.0, donc tout ce qui nous permet d'optimiser nos actifs industriels. Très bien, merci. On y reviendra tout à l'heure pour un mot de conclusion, si vous le voulez bien, Lucas. Je reviens sur le Family Office. Tout d'abord, Françoise ou Henri, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très simple, on va le rappeler. Mono, multi. Mono, j'ai une famille. Multi, je gère des assets de plusieurs familles. C'est bien ça, pas plus compliqué que ça. Vous êtes configuré dans un private equity d'une start-up, donc vous êtes rentré dans une boîte. Vous êtes donc un investisseur. Vous l'avez dit, Françoise, plutôt avec une position d'administrateur, parce que vous êtes acteur. Vous voulez être acteur. Comment vous vous comportez versus d'autres VC ou d'autres fonds? Est-ce qu'il y a une différence? Vous êtes suiveur? Comment ça se passe? Henri ou Françoise? Moi, je dirais on n'a pas un positionnement complètement différent d'un VC. Simplement, on est investisseur de long, on peut être investisseur de long et très long terme. Donc, on n'a pas un objectif de sortie, enfin, en général. Et puis, on accompagne effectivement en étant dans le conseil d'administration. On suit comme un VC de très près la vie de la société. Ça veut dire quoi de très près, Françoise? C'est-à-dire suivant les sociétés, on peut avoir des rendez-vous tous les 15 jours ou tous les mois. Ah oui, c'est très près. Voilà. Oui. Et puis en fait, une fois par an, on fait un événement où on a créé une communauté.
je vous parle du Sophie West, donc du Mono Family Office. On a créé une communauté avec toutes ces participations. Et donc, on fait un événement dans lequel ils se rencontrent. On fait des échanges intéressants, parce que le dernier a permis effectivement à certains de comprendre que, par les États-Unis, enfin bon, bref, donc vraiment et voilà. Et en fait, on est vraiment prêts, on est des partenaires de long terme. Plutôt à long terme, c'est ça important dans le Family Office, je sais pas ce que c'est pense, ça l'idée. Henri, confirmez ou vous complétez? Moi, je dirais que ça dépend en fait. Ça dépend des familles, ça dépend des entrepreneurs, ça dépend de et ça dépend des boîtes en fait. Ça dépend des startups. Parce que sur du pur amorçage, être tous les 15 jours derrière un entrepreneur en fait qui est en train de tâtonner au quotidien sur la recherche de son business model, ce qui est extrêmement risqué d'ailleurs d'investir pour nos familles dans ce type de boîte. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le cas d'uniquement une partie de nos clients, des clients de multifamily office ou de mono. Et donc, si vous voulez, ça va dépendre de la pertinence de l'implication, parce que de l'application, on va dire, de l'entrepreneur et ou de son environnement de conseil. Ce qui est très important, c'est que j'aimerais qu'on parle de smart money, c'est que l'entrepreneur peut apporter, en plus de son argent, énormément de son carnet d'adresses, des expertises et des shortcuts, des raccourcis pour aller plus vite. Moi, ça me fait penser, j'ai l'exemple on a un client qui est entrepreneur de première génération, a cédé son entreprise et pour une partie non négligeable du produit de cession, a souhaité à sa manière en faire une activité, donc créer une sorte de start-up studio. C'est-à-dire qu'il cherche des cofondateurs et il impulse, on va dire, l'amorçage par un premier capital de départ. Et naturellement, les cofondateurs qu'il va trouver vont plutôt être des néo-entrepreneurs. Parce que des entrepreneurs qui ont déjà réussi ne vont pas forcément, on va dire, accepter ces conditions. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de chaque cas est différent, en fait. Du sur-mesure, on peut le dire comme ça. Ouais. Quelques mots de présentation de votre Family Office à Aix-en-Provence. Ouais. Très simplement, en fait, Octave, c'est un multi-family office, donc un family office multi-client, Oui. et qui a plutôt une approche orientée vers l'entrepreneur de première génération, par souhait de la part des 3 associés fondateurs, avec donc plutôt une méthodologie autour de l'entrepreneur. On crée des business plans du patrimoine avec tout le vocabulaire que connaît bien l'entrepreneur sur l'investissement, même de l'investissement immobilier, parler de CAPEX, d'OPEX, on va mettre en place des reporting, on va mettre en place des plans d'action qu'on va suivre. C'est une spécificité qu'on a. Et la deuxième, c'est qu'on est régional, un family office régional, et ancré à Aix-en-Provence. Il n'y en a pas énormément des structures de multifamily office implantées en région. Voilà. Voire de mono, puisqu'on est un territoire assez peu acculturé au family office, me semble-t-il. Ouais. Octave, Aix-en-Provence, Henri Grelois. Merci d'avoir été là, on reviendra tout à l'heure. Donc je vous demanderai à tous, en conclusion, votre conseil aux start-upers pour, s'il a pu survivre aujourd'hui, mieux vivre demain. La question est compliquée, je ne vous avais pas prévenu, mais je vous demanderai une phrase de conclusion. Marie de Serroux, vous nous avez dit RSI Covid, prêt, capital, mais RSI, Région Sud d'Investissement, est toujours en mouvement. Qu'est-ce que vous nous préparez? Quelles sont les évolutions à venir pour accompagner le business de nos entreprises? Alors là, on a 2 fonds dans les tuyaux. Donc il y a un nouveau fonds qui va démarrer a priori au 2e trimestre 2022 et un autre qui devrait suivre dans la foulée. Donc là, on est sur du capital investissement. Sur ces Du 2 CapDev fonds. dans les deux? Capital investissement. Investissement, pas pardon, dev. excusez-moi. Ouais. Parce qu'on a quand même la majorité de nos investissements qui se font quand même sur l'amorçage. Et un petit peu moins dans le développement. Hein. Merci de le rappeler, il y a assez peu d'offres à amorçage sur le territoire. RSI en est une, on rappelle, PACA Émergence avant, fusionné, RSI, donc qui fait de l'amorçage et du dev. Capital Investissement, vous pouvez nous donner quelques éléments sur ces 2 nouveaux supports ou pas?
Le deuxième, non. Le premier, je pense que je peux évoquer le montant. Donc, le montant du fonds fera 10 millions d'euros. On arrive en fin d'investissement sur RSI 2, là, à la fin d'année. Donc, c'est le fonds qui prendra le relais de RSI 2 pour assurer une continuité des investissements. Pour RSI 3, là, pour le moment, je peux pas trop m'avancer en termes de montant. Voilà. Et toujours des caractéristiques en niveau de garantie, soit BPI, soit pas de garantie. Pardon ? Soit BPI, soit pas de garantie pour RSI 2. Alors en fait, RSI 2, c'est des fonds issus du FEDER et de la région. Donc il n'y a pas forcément de lien avec BPI sur la garantie. Hein. D'accord, merci. Voilà. Bien, il est presque temps de conclure ce tableau, cette séquence. Merci en tout cas de vos investissements. Je vais commencer par Lucas. Lucas, merci d'avoir été avec nous, c'est important. Vous faites le lien avec nos hôtes chez 574 ce matin Sud, mais à Annick et Dominique qui ont été de formidables accueillants et nous en sommes ravis. Un petit mot pour encourager nos entreprises à venir vous solliciter et un petit mot pour leur dire, pour vous, quel est l'axe sur lequel ils doivent s'investir pour pouvoir avoir un droit de regard chez vous pour un investissement éventuel. Déjà, je voudrais un message d'optimisme. Hein. Il y a beaucoup de capitaux en ce moment sur le marché et plus que personne ne l'imaginait, ce qui présente clairement des opportunités pour les startups qui souhaitent lever des fonds, même si, encore une fois, tout le monde n'a pas besoin de faire des levées de fonds successives et faire des startups entre guillemets rentables, c'est très bien aussi. Mais donc voilà, après, si ces startups qui doivent aller chercher des fonds pour la croissance, bien réfléchir à la typologie d'investisseurs qu'ils souhaitent avoir à leur capital. Aujourd'hui, voilà, je pense que cette conférence en est un bon exemple. Il y a vraiment les acteurs traditionnels, donc les VC, les family office et les corporate ventures. Chacun a quand même ses particularités et ses spécificités, j'allais dire. Très clairement, pour nous, un corporate venture ou 574 Invest, encore une fois, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment accélérer une relation déjà existante entre une startup et le groupe SNCF, donc renforcer ce lien par une prise de participation, et c'est les accompagner pendant 3 à 5 ans, peut-être plus, vraiment en leur apportant aussi un support opérationnel de nos activités. Donc, qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils souhaitent faire et une fois qu'ils sont prêts dans leur démarche, ne pas hésiter à nous contacter. Nous, on a un site internet ou sur LinkedIn ou sur Twitter. Enfin, voilà, il y a plein de moyens de nous contacter, de nous envoyer des decks, donc ils n'hésitent pas. Merci Lucas. Et puis le FilmMed peut faire le go-between aussi pour vous contacter, qui n'hésite pas aussi. Notre écosystème, notre communauté des filmmakers, c'est comme ça qu'on les appelle, peut aussi passer par nous pour vous solliciter. Merci en tout cas. Et puis j'ajoute, je voudrais que vous restiez avec nous après cette séquence en visio quelques instants. J'ajoute que cet après-midi, nous aurons la chance de donner la parole à 13 start-upers que nous avons qualifiés sur un deal flow de près de 60 dossiers qui vont se présenter devant vous, devant un jury de professionnels du financement. C'est intéressant. Si vous pouvez être avec nous cet après-midi, c'est très bien. Sinon, vous aurez tous les dossiers que je vous enverrai personnellement. Merci Lucas. Françoise Vialboco, Henri Grelois, Family Office. Allez, le conseil si on veut s'intégrer dans le financement en private d'un mono ou d'un multi-family office demain. C'est une bonne question, merci d'avoir posé. Et tout ça en 10 secondes, évidemment. Henri. En 10 secondes. 15 si vous voulez. Il faut aller au PitMed, pitcher, et puis on aura, grâce à vous, Francis, on aura eu une certaine présélection sous un certain nombre de filtres desquels on a pu déjà échanger d'ailleurs lors d'un premier entretien. Il faut plus sérieusement, je pense que c'est aussi le rôle c'est à la fois c'est un rôle commun des multi et des monos et des professionnels qui œuvrent dans cet écosystème, d'être peut-être plus identifiables sur ces sujets en région, je pense, parce que j'ai pas eu l'occasion de l'exprimer, mais c'est vrai que nous, de notre côté, on a beaucoup plus, on est extrêmement sollicité par des boîtes plus parisiennes, alors que bon,
il y a énormément de belles histoires, de belles aventures, de pépites qui prennent naissance dans notre région. Donc déjà, c'est un premier point. C'est peut-être qu'en région, on identifie qu'il y a qu'il y a également l'acteur qui est le Family Office. Et je remercie Françoise qui intervient depuis c'est le 6 ou 7e FinMed. Je suis désolé, 7e. Et qui, nous, quand on est arrivé, quand on s'est créé, c'était le métier était peut-être largement méconnu, mais dans certains milieux déjà connu, et grâce, on va dire, au travail qui avait déjà été fait par l'AFO et donc Françoise, déléguée régionale. Donc il y a un travail qui est très très long en fait pour que l'ensemble de l'écosystème identifie notre métier comme un métier pouvant apporter in fine des capitaux aux startups. Mais je pense que le chemin doit être fait des deux côtés, et notamment par l'organisation de manifestations comme celle d'aujourd'hui. C'est tout le sens du FinMed. Merci Henri. Françoise, un petit mot? Non, finalement, Henri a effectivement tout dit, hein, mais effectivement, je conseille aux sociétés qui cherchent des fonds de venir au FinMed tous les ans, de suivre ce genre d'événement et en plus, vous avez la chance d'avoir eu des très beaux plateaux, je trouve, ce matin, avec des très bons des intervenants sur des sujets qui sont primordiaux pour l'entreprise. Moi, je rajoute un petit peu le côté gouvernance aussi, donc on n'a pas parlé ce matin. Donc voilà, donc préparez-vous, pensez à la cybersécurité, à la gouvernance, le pacte. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais je comprends que dans la région, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous accompagner et pas avec des budgets qui sont colossaux. Donc nous, Family Office, moi, AFO, et on peut également peut-être vous accompagner sur certains sujets, comment se structurer, peut-être comment rencontrer. Donc grâce à ce FitMed, on peut avoir des liens. Et voilà. Et puis, moi, j'admire toutes les entreprises qui cherchent des fonds. Donc bravo et bonne chance. Merci Françoise. Marie, on va conclure avec vous, Région Sud Investissement. Donc, quel conseil donnez-vous à un start-upper ou à un entrepreneur? Quel conseil lui donnez-vous pour venir vous voir, vous contacter et dire « j'ai besoin de la région » ? Alors, un conseil que j'ai à donner, c'est d'être prêt. C'est tout bête, mais quand on est prêt, on arrive mieux à convaincre. Peut-être pas se griller sur la place en allant voir directement les venture capital qu'on souhaite mobiliser autour de table, parce que des fois on peut se griller du premier coup, et donc de profiter peut-être d'un acteur public comme nous pour tester un petit peu son discours, tester son business model, tester un certain nombre de choses, et afin qu'on vous fasse des retours construits sur votre plan d'affaires. Voilà. Merci Marie. Vous concluez ainsi cette 3e et dernière conférence de la 7e édition du FinMed Provence. Je voudrais remercier à nouveau tous nos partenaires, bien sûr le CIC, GSA Prado Assurance, Akeos, Société d'avocats, Innovatech, Groupe d'énergie et de Loat. Un spécial remerciement à Medinsoft, à ses équipes, à la COC, à ses équipes, à l'EMD Management qui nous a permis de bien accueillir nos hôtes aujourd'hui. Évidemment, à ceux qui nous ont accueillis dans ce nouvel espace 574 Sud. Merci à Dominique, merci à Annick, merci à toutes et à tous. Rendez-vous pour le prochain FinMed. Quelque chose me dit qu'on parlera de levée de fonds en crypto-monnaie. Quelque chose me le dit parce que je crois que c'est un sujet qui revient sur la table aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition du FinMed. Merci à tous et très très bonne journée.